Si nous avons aujourd'hui la cohésion, si nous avons aujourd'hui le dialogue entre nous, qu'est-ce qui prouve que ce dialogue va mettre fin à l'agression? Je n'ai pas travaillé avec Joseph Kabila. J'étais avocat près la cour d'appel et acteur de la société civile. C'est lui qui a travaillé avec Kabila, c'est Fumutoto. Vous avez dit tout à l'heure que vous soutenez Félix Tshisekedi, vous favorisez Tshisekedi pour qu'il change la constitution. Parce que je trouve que depuis 1960 jusqu'à présent, de 7 ans qu'il vient de faire, il n'y a jamais un président qui a fait 7 ans à la tête du pays, qui a réalisé des prouesses plus que Tshisekedi. Le caractère de ces dialogues, sera-t-il inclusif ou exclusif? Bon, vous dites que Kabila a pris les armes, ok? Il n'y a que 2 jours, ils se sont retrouvés en Suisse. Ça, vous appelez ça comment? Inclusivité ne signifie pas globalité. Il n'y a jamais un dialogue au Congo qui inclut tout le monde. Et si les gens qui ont tué le Congolais hier acceptaient de quitter la mauvaise foi, le chef de l'État étant le père de la nation, il peut reconsidérer sa voix. Enfin, je dis, nous ne sommes pas à Doha avec l'AF-23 et que le président de la République ne s'est jamais retrouvé avec les panthères. À Doha, nous sommes avec les envoyés de Kagame parce que c'est le président Kabila et Tshisekedi et le président Kagame qui ont inauguré Doha. La sociologie est née la première fois que la sémantique et la sociologie soit prononcée, c'est Auguste Comte. Les faits sociaux ou la sociologie? Vous parlez sur les sociologues. Oh, mais les sociologues n'ont pas inventé la sociologie. Il a étudié les faits sociaux. Mais comment? Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est pas les philosophes qui ont inventé la juristes. Oh là là. Vous ne savez pas que les hommes... d'abord que tous les membres du jury s'appellent les juristes. Et ça, c'est quoi ça? Où est-ce que vous avez compris ça? À la cour. Débat plus au cœur de fait, au service du progrès. Bienvenue sur le média du progrès, CP Plus TV, dans votre émission Débat plus qui revient pour décortiquer l'actu en République démocratique du Congo. Bienvenue dans cet entretien sans montage, sans tabou, sans filtre. Ici, nous sommes caractérisés par un seul et unique principe: comprendre vaut mieux que faire taire. Des acteurs de premier rang nous ont honorés ce matin. Avec eux, nous allons passer près d'1 heure d'antenne pour parler des questions qui défrayent la chronique en République démocratique du Congo. Nous parlerons du dialogue qui profile à l'horizon. Le président depuis Libreville avait annoncé la tenue de l'adresse à la nation qui viendra en fixer les contours. Mais jusque-là, rien ne semble évoluer dans ce sens-là. On se pose la question, quels sont les leviers des blocages et des déblocages? Tout le monde parle du dialogue, mais de quel dialogue parlons-nous? Et qu'en est-il du caractère inclusif? Et qu'est-ce qui pourrait exclure de ces dialogues Kabila, Nanga et les autres qui sont accusés de créer la zizanie, la panique, la désolation dans la partie orientale de la République démocratique du Congo? À l'heure où nous parlons, parce que tout le monde veut qu'on aille à ces dialogues, qu'on y arrive en posture de force ou de faiblesse, les rapports de force jouent, quoi qu'il en soit, que les souhaits du président congolais Félix Tshisekedi soient des partis, de modifier la constitution ou encore de se conformer à la loi des reins de l'alternance démocratique au sommet de l'État. Une chose est sûre, il ne sera pas un acteur passif de son destin, quitte à placer les débats sur les rapports de force. Pour en parler, on a l'immense plaisir et un honneur, un privilège en même temps, de recevoir sur ce plateau Fumutoto, l'homme de la troisième voie. Il est devenu inaudible, plus d'interviews, plus d'émissions. On se poserait des questions autour même de son avenir politique. Qu'est-ce qu'il serait devenu? Aurait-il traversé avec armes et bagages pour un autre camp politique, étant donné qu'il ne serait pas servi ou apprécié à sa juste valeur? Quelqu'un m'a dit même ce matin que Fumutoto, avec tout ce qu'il apporte, il est minoré au sein de la grande majorité au pouvoir qu'est l'Union sacrée. On est content de le recevoir sur ce plateau. Soyez le bienvenu, Fumutoto. On est content de le massacrer en le recevant. Je suis devenu inaudible depuis quand et je suis devenu aigri depuis quand? Pas aigri, mais minoré. Non. Je suis Fumutoto Basanga. Je suis serviteur de Dieu. Je suis chercheur. J'ai fait des recherches sur ma thèse que je vais défendre l'année prochaine. Vous savez, je suis avec Maître Carlos qui est professeur déjà. Il sait ce que ça signifie à une année de la défense d'une thèse. Ça vous prend tout dans la vie et vous risquez même perdre votre santé. Je suis écrivain.
Je suis acteur politique et je fais même les chansons. Je suis chansonnier de la République. Donc, pour toutes ces raisons, je peux ne pas apparaître à la télé, ici, mais ailleurs, je suis là. L'union sacrée, je suis reconnu pour tout ce que je fais. Ben, chaque chose a son temps. Donc, je ne vais pas prendre les bagages et à quitter les bons côtés de l'histoire pour aller tuer les Congolais ou faire encore l'opposition que j'ai déjà bien faite. Ça fait longtemps. Voilà. Donc, au sein de la grande majorité au pouvoir, il n'y a aucun problème. Vous y restez, malgré le fait que vous n'êtes pas considéré à votre juste valeur. Quelqu'un m'a dit que vous êtes minoré au sein de la majorité. Qu'est-ce que ça veut dire minoré? J'ai pas de C'est-à-dire votre valeur est réduite à sa plus simple expression. Je ne sais pas. Je ne suis pas le seul qui attend. Et je ne suis pas le seul qui donne le meilleur de moi. Vous êtes acteur politique, vous l'avez rappelé. Mais l'objectif plus tard, c'est d'être aux affaires. Afin aussi de faire monter ceux qui sont derrière vous, ceux qui attendent de vous. Je ne crois pas que je ne serai pas aux affaires. Je ne crois pas que je serai On pas parle de la configuration actuelle. Parce qu'il y a deux ministres qui sont nommés. Chaque chose a son et dont le résultat font grande contestation. Est-ce que vous avez aussi aligné ça comme question dans le débat? Est-ce que ça fait partie des préoccupations? C'est une entrée à la matière. Merci. Donc, ce qui est vrai, je continue à servir et mon temps ou mon jour viendra. Merci beaucoup, Fumutoto Basanga. En face de vous, vous l'avez déjà présenté, il n'est plus à présenter. Ces analyses calibrées sont très appréciées par un large public. Et vous ne m'en direz pas le contraire à la fin de cette émission. Le professeur Carlos Mupili Kabiuma. Kabiuma ou Kabiuma? J'ai massacré votre nom? Non, c'est bien. Comment allez-vous? Oh, je me porte un peu bien là. Bon, seulement l'agenda est chargé avec l'encadrement et puis les défenses des jurys. Mais quand même, on est là. C'est ce qui est important. Que pensez-vous de la marche du pays? Du pays? Notre pays? Non, ça va très mal. Lorsqu'une partie du pays est occupée et puis il y a un problème de vivre ensemble, les violations des droits de l'homme sont toujours au rendez-vous, l'injustice sociale avec les déséquilibres au niveau des barèmes salariales, tout ça ce sont les plaidoyers que nous ne faisons et nous ne cesserons pas de défendre jusqu'à ce qu'on trouve satisfaction. Encore Ebola aussi qui s'invite pour exterminer nos compatriotes au Nord Kivu et à Ituri. On ne sait pas quand ça va terminer cette histoire. Ce qui a un impact aussi sur même le traitement des visas des demandeurs congolais à l'étranger. Cette histoire-là d'Ebola. Donc, nous demandons vraiment au gouvernement de mettre tous les moyens possibles et on se pose la question à Goma, en Ouganda, là où ils n'ont pas un docteur, professeur Mouyembe, ils ont réussi à éradiquer Ebola. Mais de notre côté, où nous avons les spécialistes et les grands spécialistes, docteur Mouyembe, mais on a encore les statistiques qui ne font qu'augmenter. Voilà ce qui concerne ma préoccupation. Merci. Je n'espère pas être nommé ministre parce que je suis de la société civile. Je n'espère pas être nommé mandataire public parce que je suis pas. Ceux qui sont aux affaires aujourd'hui ont commencé aussi en tant que société civile. Ils ont fait du chemin et aujourd'hui, je me contacte. Ils sont maintenant dans la politique active. C'est normal. Je me contacte de ma petite rémunération en tant que et professeur. Mon travail de défenseur des droits de l'homme. Merci. Est-ce que la société civile est digne de confiance? Parce qu'aujourd'hui, la société civile n'est plus une, elle est devenue plurielle et elle suit là où ses intérêts sont présentés. Et qui est l'inspecteur? Et vous êtes souvent plus caricaturé comme kabiliste, mieux je dirais joséphiste, en raison de vos prises de position dans les médias.
Non. La question, c'est que je suis ancien libérateur. Ça entre dans l'histoire et je suis fier. Vous ne vous en cachez pas. Oui, je suis fier pour avoir contribué pour la libération de ces pays où nous avons trouvé les Aïrois qui étaient esclaves sur les terres de leurs ancêtres. Nous avons fait ce qu'on devrait faire en espérant un Congo nouveau et les gens ont constaté déjà le changement. Malheureusement, l'agression est arrivée et tout s'est perturbé. Alors, joséphiste, bon, je ne sais pas qui peut dire ça. Bon, les gens me collent à l'ancien président Joseph Kabila du fait qu'on partageait la même paternité idéologique. Lui et moi, on a été formés par Mouzé Laurent Désiré Kabila. Et souvent, j'interviens pour combattre la désinformation, les mensonges. Lorsque, par exemple, il s'agit des questions de sa nationalité ou de sa filiation avec ses parents. Là, vous êtes vendez-vous. C'est là où je viens comme témoin de l'histoire, éclairer et chasser le mensonge. Et maintenant, si les gens pensent que j'étais joséphiste, mais en tant je n'ai que jamais adhéré au PPRD. En tant que kabiliste, vous avez toujours été caractérisé par un principe simple. C'est pas une question. On va passer à autre chose. N'est jamais trahi les Congo, mais aujourd'hui, Kabila est accusé de pactiser avec l'ennemi qui nous fait la guerre aujourd'hui en Démocratie du Congo. On reviendra tout à l'heure. Les débats ne fait que commencer. Ne nous quittez pas. Serrez votre ceinture et on ne fait que décoller. À tout de suite, mesdames et messieurs. Tout le monde parle du dialogue, on y est presque, même si l'on a l'impression d'assister à quelques leviers de blocage et des blocages seraient lesquels? Voilà, ce sera la principale question. Mais en allant à ces dialogues, quel est l'enjeu principal de ces dialogues? Est-ce l'enjeu du président de la République, Félix Tshisekedi, l'enjeu de la coalition C64 et même de l'opposition en général, seraient les mêmes? Puisque pour la population maîtrise et flétrie sur l'ensemble du territoire congolais, l'enjeu autour de ces dialogues serait la reconquête de nos territoires, la cohésion nationale qui nous permettrait à ce moment-là de sortir de l'auberge. Est-ce cet enjeu est-il partagé par tout le camp ou encore le parti prenante à ces dialogues? Ce sera la grande question. Alors on commence avec Fumutoto Basanga. Dialogue, on en parle. Pour vous, quel pourrait bien être l'enjeu de ces dialogues? Pour le président de la République d'abord. Parce que c'est votre question, mais je voudrais d'abord émettre mon point de vue comme politologue par rapport à ce dialogue-là. Et j'émettrai aussi mon point de vue comme membre de l'Union sacrée, c'est-à-dire la majorité au pouvoir. D'abord, au niveau de la troisième voie comme courant de pensée spirituelle, scientifique et politique, nous parlons des 10 commandements du dialogue qu'il nous faut intérioriser pour que s'il y en a, s'il aura lié, que ce dialogue se distingue de tous les restes que nous avons connus depuis 1960, partant de la table ronde de Bruxelles jusqu'au dialogue de la CENCO. C'est plus de 25 ou 20 dialogues, on peut appeler concertation, rencontre, départ de marbre, tout ça. Mais quand même, les Congolais ont eu plusieurs fois le temps de se rencontrer pour échanger avec les différents sujets. C'est pourquoi, pour nous, parmi les 10 commandements, le premier commandement, c'est la définition du dialogue. C'est quoi le dialogue? Où est la référence constitutionnelle qui recommande... Ça, c'est la troisième fois qu'il parle. Oui, qui recommande que le président de la République est chef de l'État, qui est le symbole de l'unité entre les Congolais et même l'arbitre du bon fonctionnement des institutions, du fonctionnement régulier de pouvoir politique ou des institutions de la République démocratique du Congo, où est-ce qu'il lui est recommandé dans la Constitution
de convoquer les Congolais autour d'un dialogue pour résoudre une question, par exemple, autour de l'occupation, de l'expansion, de la conquête et de la visée de balkanisation du Congo par le Rwanda. L'opposition qui demande au président Tshisekedi de respecter la Constitution. Cette même opposition qui a créé la coalition C64, qui signifie la coalition conformément à l'article 64 de la Constitution, qui a pour but de protéger la sûreté de la Constitution, peut-elle encore nous dire que la même coalition pour la protection de la Constitution peut exiger un concept qui n'est pas dans la Constitution? J'ai rencontré beaucoup d'opposants sur le plateau de télévision. Je leur ai posé la question de me donner la disposition, l'économie, ou l'économie des dispositions de la Constitution qui recommande le dialogue. J'ai vu des concepts semblables, cohésion, solidarité, unité, mais je n'ai pas vu le mot dialogue. Même si on peut me renvoyer à l'article 5 de la loi portant statut de l'opposition, son alinéa, le point 4 qui dispose que l'opposition doit privilégier le dialogue et la concertation avec le pouvoir. Mais on peut poser la question, est-ce qu'une loi organique peut créer des concepts qui n'existent pas dans la loi fondamentale qui est la Constitution? Est-il normal d'avoir une loi organique qui invente ce qui n'est pas dans la Constitution? Je suis en face d'un constitutionnaliste. C'est une fierté pour moi parce qu'il y a la Constitution. J'ai toujours contesté que les juristes ne sont pas les propriétés de la Constitution et que la Constitution n'a pas directement de rapport avec la faculté de droit, parce qu'autant on parle du droit constitutionnel, on parle aussi de l'histoire de la Constitution, de l'anthropologie de la Constitution, de la politologie de la Constitution. Et quand entre nous, personne n'est la propriété de la Constitution, qui n'est qu'un acte de politicien. Donc la Constitution n'est pas l'apanage que de juristes. Non plus de politologues seulement, non plus de sociologues, d'anthropologues, mais c'est les angles. Il y a l'angle juridique de la Constitution, il y a l'angle psychologique de la Constitution, il y a l'angle philosophique de la Constitution, il y a l'angle politicien ou politologique de la Constitution, et chacun de nous vient intervenir dans la Constitution comme un éléphant touché par 5 aveugles. Chacun de nous va dire, mais personne ne saura le décrire. Mais s'agissant de ça, qui mieux pour interpréter une Constitution? La Constitution est interprétée par une institution, du point de vue institutionnel. Et dans cette institution qui est la Cour constitutionnelle, il n'y a pas que les juristes qui font partie de la Cour constitutionnelle. La Cour d'assises en France, parfois, on arrive même à manquer les juristes à l'intérieur. Et d'ailleurs, même les juges là, ils ne le font pas en tant que juristes. Déjà, c'est une cour hautement politique. Ils le font en tant que au cadre, aux serviteurs de l'État. C'est une cour très politique. Donc, je ne dis pas que les juristes ne sont pas, mais du point de vue du mode de désignation de la doctrine de la Constitution, de la Constitution, on ne peut pas écarter les juristes, on ne peut pas écarter les politologues, on ne peut pas écarter les philosophes, on ne peut pas écarter les anthropologues. Maintenant, j'ai fixé sur le premier commandement, c'est quoi le dialogue? En quoi celui-ci sera défini différemment? La redéfinition du dialogue, ça c'est le premier commandement. Peut-être même pas la redéfinition. Quelle est l'appropriation de ce dialogue par rapport au concept lui-même, étymologiquement, et le contexte? 1. 2. Quel sera l'objet de ce dialogue? Le deuxième commandement. Recouvrer la paix. Par opposition au dialogue que nous avons connu précédemment. Pour moi, la particularité de ce dialogue, pour nous, la troisième voie, c'est que depuis 1960, jusqu'au moment où nous allons bientôt subir l'ordonnance chef de l'État portant convocation et organisation de ce dialogue, ce que je ne sais pas existe, mais je ne connais pas un moment où un voisin a déjà déclaré qu'il a des forces de défense dans notre pays. Un voisin a déjà signé un accord de paix avec nous dans une guerre, une crise d'il y a 30 ans, alors que nous croyons que c'était des rébellions. Vous avez entendu Maître Carlos se dire ici qu'il nous a sauvés, alors que la guerre fait 30 ans. C'est-à-dire que même les sauveurs étaient des patins rwandais. Parce qu'on nous a sauvés dans les 30 ans. Et que l'accord trouvé avec mon gouvernement et le gouvernement rwandais, c'est l'accord de paix. Mais la paix ne peut pas exister entre les pays qui n'ont pas connu la guerre. Il est juriste, internationaliste même, mais la guerre, en polémologie, c'est quoi? C'est une situation internationale qui oppose des États. Ce n'est pas la rébellion. La rébellion est une situation interne qui est même reconnue en statut de droit international, que chaque peuple dominé par son régime a le droit de recourir même au pays voisin pour faire la guerre à son propre régime. Ça ne s'appelle pas la guerre. C'est une situation d'hostilité, mais ça ne s'appelle pas guerre.
Maintenant, le Rwanda a signé avec nous un accord de paix pour une crise militaire qui nous a opposé 30 ans. Ça veut dire 3 décennies. Et maintenant, l'AFDEL, maintenant, le CNDP, maintenant, le RCD, maintenant, l'M23 et consort. C'est dans les 30 ans là. C'était des rébellions ou des agressions camouflées. C'est là. Et même lorsque Kagame arrive très loin, il dit, l'AFC-23, c'est Kabila qui est le chef. Lorsque Kagame arrive, il dit, anéantir l'AFC-23, c'est porter atteinte à la sûreté rwandaise. En ce moment, l'objet de ce dialogue, de mon humble avis, se distingue de tout autre dialogue que nous avons connu, parce qu'il sera question de la cohésion, de la solidarité entre les Congolais, pour faire face à un ennemi qui a 4 pattes au Congo. Il y a l'occupation, il y a la conquête, il y a l'expansion et il y a la balkanisation, parce que notre voisin réclame même des tribus chez nous. Alors que nous savons que tout le monde a migré et qu'il n'y a pas un pays africain qui n'a qu'une seule tribu à l'intérieur. Soit qu'on est ensemble par un ancêtre commun, ou soit qu'on est ensemble par la socialisation. Qui occupait les États-Unis? Ce sont les Amérindiens. Et aujourd'hui, est-ce qu'un Amérindien a le droit de dire à Trump que tu n'es pas américain? Pas du tout. Non, parce que la nationalité est soit par sol, ou soit par le son. Sol, c'est l'occupation. Le son, c'est la généalogie. Maintenant, voilà un voisin qui dit qu'il y a des toutes chez lui, il y a des toutes chez nous. Donc, les toutes qui sont chez lui, chez nous, sont à protéger par lui. Et lui, il est en droit de le protéger. Alors qu'il y a les Bakongo à Brazzaville, il y a les Bakongo en Angola, il y a les Bakongo en Afrique du Sud. Jamais le président Sassou n'a jamais revendiqué la défense des Bakongo du Congo, bien traité ou pas par le président. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Quelle est la ligne? Ça veut dire que nous avons des tout au Congo, nous avons des tout à Brazzaville, en Érythrée, consort. Chacun définit ses intérêts par rapport à la portion des terres du monde où il trouve que c'est là-bas qu'il va évoluer. Et que personne n'a le droit de chasser l'autre. Parce que tous nous avons immigré, tous nous avons été étrangers à un moment. Je vous comprends bien, mais en parlant du dialogue, quelle est votre ligne rouge que vous avez fixée, surtout quand vous essayez de nous ramener sur ces terrains-là? Non, j'arrive. Chaque acteur politique a ses visées, ses intérêts et ses idéologies. Mais chaque acteur politique, opérateur scientifique a autorité sur sa matière pour aider la société. Parce que la science a 3 missions. Faire la recherche, enseigner les découvertes et traiter la société. C'est ça le but de l'université. Moi ici, je parle comme politologue et je conseille. On doit connaître la cohésion autour de quoi? L'objet, c'est l'agression. Et l'agression est rwandaise. Et maintenant, si nous sommes au dialogue, pour moi, c'est pour aller voir Monsieur le Président de la République, Monsieur les membres du gouvernement, Monsieur les membres des institutions. Nous reconnaissons que nous sommes agressés. Il n'y a plus de doute. La communauté internationale reconnaît, Kagame reconnaît, vous nous avez aidé à comprendre que nous sommes agressés. Combien de fronts avez-vous mis sur pied contre ces malheurs, pardon. Il va nous répondre, les fronts militaires, les fronts populaires et les fronts diplomatiques. Il reste le front politique. Hein. La diplomatie, c'est dans la diplomatie étrangère. Voilà. Bon, alors, s'il reste les fronts politiques, qu'est-ce que nous avons gagné dans les fronts diplomatiques? C'est la caution des accords avec les États-Unis. Où est-ce que ça patauge? Où est-ce que ça peut marcher? Ça, c'est au niveau de l'objet. Les objectifs. Si nous avons aujourd'hui la cohésion, si nous avons aujourd'hui le dialogue entre nous, qu'est-ce qui prouve que ce dialogue va mettre fin à l'agression? On reviendra. Je peux terminer, on reste sur cette question. Je peux terminer ma thèse et puis vous allez prendre. En 30 secondes. Maintenant, s'il est vrai, et comme c'est le cas, que c'est Kagame qui nous agresse, si nous sommes tous ensemble, comment ça va changer les velléités de Kagame si nous n'avons pas la force militaire, la force policière et sécuritaire pour les battre? Comment est-ce que la cohésion entre les Congolais, ça les moyens de contrer sur Kagame, trouvera-t-elle réponse à notre humiliation? Le but, nous voulons quoi à la fin du dialogue? Le lieu, ce sera où le dialogue? Les médiateurs, ce sera qui entre qui? Il y a souvent la RDC qui parle d'un pays neutre. Je termine. Et si nous disons un pays neutre, c'est pendant les débats. Et les recommandations pour les appliquer, nous serons à Kinshasa, nous serons au Congo. Et si nous ne sommes pas sincèrement réconciliés au niveau de l'esprit, il n'y aura pas de règlement de compte. Après le dialogue de San City 1, San City 2, Zaid Ngoma s'est retrouvé où?
Et Jean-Pierre Bemba s'est retrouvé où? Est-ce que nous, les Congolais, nous sommes capables de nous réconcilier? Et nous allons nous réconcilier autour de quelles valeurs communes? Et nous allons nous réconcilier autour de quels idéaux? Et nous allons nous réconcilier autour de quels dépassements? Et nous avons appris ça où? Quelle est la culture que nous avons de la cohabitation sincère? Et enfin, si ce dialogue échoue et ne nous permet pas de repousser les Rwandais de chez nous, ça sera un nouveau dialogue. Qui va opposer qui? Ou qui va réunir qui pour réponse de quoi? Donc, sur le problème mal posé, la bonne réponse est mauvaise. Le Congo a un problème d'hommes, de culture et d'organisation. Le Congo n'a pas de problème de dialogue. Merci beaucoup, Fumutoto Basanga. Vous l'avez suivi. Il s'est interrogé à haute et intelligible voix. Quelle serait la garantie de recouvrer la paix et de mettre fin aux visées expansionnistes de Kagame en dialoguant? Ce serait autour de quelles valeurs communes pour enfin que le pays retombe sur ses jambes? Et une autre question. Le parallélisme entre les M23 et le mouvement AFDEL auquel vous avez appartenu, est-ce que c'était une série de rébellions continues ou des agressions camouflées? Ce sont des questions soulevées par Fumutoto que je vous le repose. Moi, je trouve que c'est un peu injuste. Lorsque vous voulez opposer l'opinion ou les idées de l'union sacrée face au mouvement Sauvons le Congo, il faut bien inviter un cadre de Sauvons le Congo, par ricochet, un communicateur du FCC ou du PPRD. Ce sera l'équilibre dans le débat. Parce que vous ne pouvez pas m'inviter, moi, débattre avec Fumutoto de l'Union Sacrée, alors que vous allez commencer à parler chaque fois Joseph Kabila. Les questions que je vous ai posées n'ont rien comme à voir si moi je suis avec Sauvons la Kabila. RDC. Non, attention. Je n'ai pas travaillé avec Joseph Kabila. J'étais avocat près la cour d'appel et acteur de la société civile. C'est lui qui a travaillé avec Kabila, c'est Fumutoto. Ça doit être une précision de taille. Il a travaillé avec Kabila tant Si vous voulez travailler, vous voulez appeler quelqu'un qui a travaillé avec Kabila, appelez Mende, appelez Lévi Atundu, appelez Julien Paluku, appelez les autres qui viennent parler et défendre Kabila. Ils ont traversé, ils ne vous diront pas la vérité. Alors lentement. Vous travaillez même avec quelqu'un qui était à côté de la première dame. C'est-à-dire vous avez toutes les informations. Moi, si vous voulez que je discute sur les sujets de Kabila, appelez-moi comme quelqu'un témoin de l'histoire. Si on parle de paternité de Kabila ou de la filiation de Kabila, là je suis témoin et je suis à l'aise. Mais défendre les idées de Sauvons le Congo ou PPRD, moi vous perdez votre minute en allant sur un terrain qui n'est pas le vôtre. Alors, les questions sont claires, allez-y. Non, ça doit être d'abord une précision de taille. M23 AFDEL, oui, rébellion ou agression camouflée? Attendez, on va y arriver. Je pense avant la mort du professeur Bioya, qui avait affirmé sur un plateau de télévision que le problème de la Constitution n'est pas l'apanage des constitutionnalistes mais des sociologues. Ça a été répercuté et ça continue. Non. Moi, je me dis, la première Constitution française, avec les révolutionnaires français, c'est l'œuvre des juristes. Les autres étaient là, les politiques, oui. Mais quand on voit les Mirabeau, les Robespierre, c'est des juristes. Mais qui étaient influencés par les idées philosophiques de Montesquieu, juriste. Voltaire, il a fui la faculté des droits jusqu'à régner son père. Jean-Jacques Rousseau, voilà. Et même la première constitution américaine élève
l'influence des juristes français. Parce que c'est le roi Louis XVI qui enverra et les moyens militaires et les moyens intellectuels. Donc, l'œuvre est l'œuvre des penseurs ou des idéologues qui ont influencé les courants politiques. Attendez. Parce que Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, tout ce monde-là que vous avez cité, c'était des penseurs dont les idées ont influencé les courants politiques. Mais c'est ce que j'ai dit. Ce sont des penseurs qui ont pensé comment organiser l'État. Pour eux, c'est des penseurs de la liberté. Parce qu'à l'époque, la souveraineté appartenait au roi. Et eux, dans leur pensée philosophique, qu'on peut reculer même aux philosophes grecs. Maintenant, la souveraineté devait appartenir à la nation et non à un individu qu'on appelle roi. Mais lorsque vous lisez l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1800 et de 1789, on définit, on nous donne la thermomètre pour évaluer une constitution. Qu'est-ce que ça dit? Toute société qui ne consacre pas la séparation des pouvoirs et qui ne garantit pas les droits humains n'a point de constitution. Ça dit deux éléments. Organisation de l'État qui doit s'inscrire dans la séparation des pouvoirs et les droits humains. Les droits humains, c'est la sociologie? C'est quoi? Ce n'est pas les droits? L'organisation de l'État et aussi maintenant. Parfois les gens ici parlent du droit sans comprendre qu'est-ce que sont les droits. Les droits arrivent lorsque les humains se disent nous devons vivre dans un monde très civilisé où nous devons être tous assujettis par des normes. Là les droits arrivent. Et les droits constitutionnels, c'est cette volonté idéologique de vouloir domestiquer juridiquement le pouvoir politique. C'est là comment encadrer, mettre le pouvoir politique dans l'aquarium qu'on appelle constitution. C'est là où il y a un problème. Voilà. Mais quand il n'y a pas de séparation de pouvoir, il n'y a pas de constitution. Il n'y a pas de C'est ce que vous le dites. dites. Mais la séparation de pouvoir peut être lente, et peut être souple ou rigide. Vous dites, je vais dire alors que je vous ai donné la référence. Je vous ai donné la référence de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Maintenant, on rentre. Je suis d'accord avec Fumutoto lorsqu'il pose la base constitutionnelle du dialogue. Je l'ai déjà évoqué quelque part sur deux plateaux. Lorsque j'entends cette demande auprès du président de prendre une ordonnance convoquant les dialogues, je me suis dit, il va évoquer l'article 69 pour dire que le président est l'arbitre est le garant de l'indépendance, tout ceci. Mais attention, lorsque le président agit par voie ou décide par voie d'ordonnance, il y a toujours question de demander il s'agit de quel pouvoir? Pouvoir propre ou pouvoir partagé? Tout doit être défini dans la Constitution. Lorsqu'on s'inscrit dans la logique du droit constitutionnel. Parce que le droit constitutionnel, c'est un droit de prescription. On agit que lorsqu'on puise la compétence dans le texte constitutionnel et législatif. Alors, pour moi, les dialogues, lorsqu'on est sur le terrain des dialogues, on quitte les droits constitutionnels, on est dans la science politique. Ok. Parce que le dialogue, en fait, c'est quoi? Tout ce qu'on parle de dialogue, même dans la loi sur l'opposition. Ici, on pense que nous avons un Barça constitutionnel, un Kinshasa constitutionnel, qu'on appelle le Parlement. C'est là où tout le monde a envoyé ce représentant. Et s'il y a des questions importantes dans le pays, c'est au niveau du Parlement. Et au Parlement, il y a la majorité, il y a la minorité.
la minorité qu'on appelle l'opposition. Et les deux camps. Donc le dialogue, on sort du cadre ou du droit constitutionnel. On est dans la science politique. Effectivement. Alors comment alors comprendre depuis... Ce ne serait pas contradictoire ceux qui demandent au chef de l'État de respecter la Constitution et en même temps de convoquer le dialogue? Je vais arriver. Parce qu'en fait, c'est quoi? Fumitoto était au dialogue de l'Union africaine. Hein? C'est de l'Union africaine. Des Kodjo. Qui a fait sortir des résolutions dont le Premier ministre doit venir de l'opposition politique. C'était déjà contraire à la Constitution. Parce que selon la Constitution, le Premier ministre doit être nommé, désigné dans la majorité parlementaire. Et s'il n'y en a pas, voilà comment il faut créer cette majorité. Mais là, la résolution du dialogue avait donné à Sami Badibanga, à Tchibala, la primature, alors que les deux n'en avaient pas la majorité parlementaire. J'ai dit Kabila a initié le dialogue de son propre chef. J'ai dit ceci. Qui était demandeur de ce dialogue de l'époque? C'était l'opposition et tout le monde. L'opposition, d'abord au début déjà, après les élections de 2011, vers 2012, 2013, déjà l'UDPS demandait le dialogue. L'UDPS? Oui, parce qu'il y avait un problème de vérité des urnes à l'époque. Et après, il y a eu la guerre des M23 de Goma. Et toute l'opposition avait demandé les dialogues et il y avait les concertations nationales. Et maintenant, quand on est arrivé en 2016, il y avait un problème. C'est moi qui ai sauvé la République du chaos constitutionnel et politique. À l'époque, j'étais encore chef des travaux, mais heureusement avec la tête d'un PhD en droit public. En mars 2016, nous publions le rapport de la société civile, force vive de Kinshasa, le rapport d'observation électorale. J'ai dit ceci: il y a 3 défis qui nous guettent. Défi financier, défi logistique et défi temporel. Les 2 précédents défis, on peut les résoudre. L'argent, on peut en prêter. La logistique, on peut en prêter. La MONUSCO peut nous venir en aide. Mais le temps, c'est un défi imperturbable. Et je trouve que c'est impossible qu'on organise l'élection présidentielle dans le délai constitutionnel. D'où je demande au président de l'une des chambres du Parlement d'aller plaider les cas de force majeure devant le juge constitutionnel et celui-ci puisse donner une dérogation, c'est-à-dire une prorogation, après l'avis technique de la CENI. C'est comme ça que j'ai sauvé la République du chaos constitutionnel. Tous ces grands constitutionnalistes étaient à côté de Kabila, mais ils n'avaient jamais aperçu les dangers qui venaient. Gloire à Dieu, l'arrêt de la Cour constitutionnelle va venir pour combler les problèmes du droit constitutionnel. On parle du droit constitutionnel jurisprudentiel. Mais cela n'avait pas suffi, parce que le droit seul n'avait pas résolu les problèmes. Il fallait qu'on résolve aussi les problèmes sur le plan politique. D'où il faut qu'on convoque les dialogues. Mais maintenant, c'est là où je dois arriver. Chutez rapidement. À quoi sert le dialogue dans notre pays? C'est depuis l'époque... Pas à quoi sert le dialogue dans notre pays. À quoi nous servirait ce énième dialogue? Mais c'est ça. Je suis en train de vous démontrer. Diego Cao, quand il vient... Non, pas Diego Cao. Le roi Léopold II, quand il vient au Congo, il présente les réseaux humanitaires. Combattre la traite négrière et les épidémies. Alors qu'il venait pour les réseaux économiques, pour s'enrichir. Mais il cache ses vraies raisons. Dans la méthode fonctionnaliste des politologues, on parle des causes latentes. Après, d'autres puissances se présentent. Ils sont allés où? À la table ronde. La table ronde de Bruxelles, où les 14 puissances sont présentes, il n'y a que deux puissances qui se sont renoncées. La Russie et l'Empire ottoman, l'actuelle Turquie. Résumez-vous rapidement, la parole doit tourner. Et dès lors, à chaque fois qu'il y a un problème,
dans ce pays, les politiciens cachent leurs vrais intérêts. Ils présentent qu'ils sont là pour défendre le peuple, pour défendre la démocratie, pour défendre la liberté. Pourtant, ils sont là pour leurs intérêts partisans. Ce qui fait que, depuis le roi Léopold II, il utilisait ce qu'on appelle la stratégie léopoldienne. Cela veut dire, venez, mangeons-nous, nous tous, pour avoir la calme, la paix. Joseph Kabila arrive, il emboîte le roi Léopold II. À chaque fois qu'il était menacé par des opposants, il comprenait que ce n'est pas le problème de la démocratie, ni de la liberté, mais c'est un problème de mangeoire. C'est comme ça qu'il disait, venez, on discute, et après, vous avez les postes, et quand ils ont des postes, ils vont se taire. Maintenant, pour ce énième dialogue, où nous sommes tous conscients que les institutions de la République, les institutions constituées, sont incapables de résoudre le problème. À une minute, ce dialogue doit répondre à quel objectif? Mais c'est ce que j'ai dit. Ça sera un espace extra-constitutionnel où d'autres partis vont venir. Mais je dis l'exemple. Fumutoto l'a dit, mais peut-être d'une autre manière. Vous n'avez plus assez de temps, s'il vous plaît. Si on absorbait, vous parlez de l'agression, ok? Mais il y a agression pourquoi? Vous dites une agression. Si on décongolise cette agression, on récupère tous les Congolais qui sont là. Merci. Ils viennent de l'autre côté. Je vous reviens. Merci. On n'aura pas la paix. Merci beaucoup. C'est peut-être ça. Donc, quand les questions vous sont posées, je vous prierai d'aller à l'essentiel directement et résumer l'essentiel de votre intervention. Fumtoto, je ne sais pas si vous avez très bien suivi le prof Carlos Mupili. À d'autres questions, il n'a pas répondu. Je ne sais pas si vous me ferez le plaisir de revenir là-dessus, peut-être dans votre prochaine rébellion ou agression camouflée, tout ça et la différence avec l'AFDEL auquel vous aviez appartenu. Mais Fumutoto, pour le prof nous a dit clairement que les dialogues, c'est extra-constitutionnel. Un espace extra-constitutionnel. Exactement. Et on n'est pas dans le droit constitutionnel, mais plutôt dans la science ou les sciences politiques. Je ne sais pas, vous m'en direz peut-être le contraire. Maintenant, l'objectif serait lequel? Quand le président sait que les dialogues, c'est une question de majorité et non une question de démocratie, il peut avoir son agenda à lui. En allant ces dialogues ou en convoquant ces dialogues, quel pourrait être l'agenda du président Félix Tshisekedi? Est-ce de s'éterniser au pouvoir, d'imposer le cahier de charges ou le projet de changement de constitution auquel il ne semble toujours pas renoncer? Est-ce où on sera vraiment dans l'objectif de vouloir reconquérir et recouvrer la paix dans la partie orientale? Vous avez 7 minutes pour cette intervention. Oui, merci beaucoup. Je suis content. La première constitution est l'œuvre des juristes, française est l'œuvre des juristes. C'est une pire aberration qu'un professeur d'université ne peut pas prononcer. D'autant plus que le principe général de droit, c'est que les faits précèdent le droit. Et que s'il n'y a pas les faits, il n'y a pas le droit. Comment cette première constitution a-t-elle existé sans les faits qui l'ont convoquée? Et lui-même se contredit. Il dit, il y a une constitution, lorsque les gens s'assemblent et ont besoin de normes pour la bonne gouvernance et la modernisation de leur existence. Mais les gens qui s'assemblent pour la constitution et avec leur but de l'existence, la raison d'être précède déjà la constitution, donc la constitution ne vient pas avant la réunion qui a besoin d'elle. Vous avez compris? Enseignons-nous à croire et non à raisonner. L'université trahit le Congo. Nous ne sommes pas d'abord au Congo tués par les politiciens. Ce sont les pasteurs et les professeurs qui sont les premiers meurtriers de la République démocratique du Congo, en particulier de l'Afrique en général. Les pasteurs vont réagir, ne vous en prenez pas. Je suis moi-même aussi pasteur. J'assume ce que j'ai dit. Je serai bientôt aussi professeur. J'ai dit que nous n'avons pas aidé notre société. Par la grâce de Dieu, vous y arriverez. J'arrive. Il va très loin.
jusqu'à évoquer Jean-Jacques Rousseau. Mais est-ce qu'il peut me contredire en me disant, regardez aux yeux, que Jean-Jacques Rousseau était juriste? Pas du tout. Jean-Jacques Rousseau fait partie des hommes providentiels de la science de la France. Né en 1712 en Genève. Il a eu beaucoup de formations, mais tout autodidacte, intellectuel et non scientifique. Ne confondez pas l'intellectuel et les savants. Ne confondez pas l'intellectuel et les lettrés. Moi qui vous parle en tant qu'intellectuel. Je ne parle pas en tant que licencié, en tant que lettré, parce que le lettré congolais a fait la honte comme les politiciens congolais ont fait la honte. Le lettré congolais a fait la honte comme les politiciens africains ont fait la honte. Il a une formation en éducation, il a une formation en philosophie, il a une formation en musique. Je vous donne raison. Que célèbre des juristes, c'est seulement que juriste ne veut pas dire en français propre spécialiste en droit. Tous ceux qui siègent et décident au bout d'un jury sont aussi appelés juristes. Je suis d'accord avec vous, parce qu'il y a des gens qui siègent avant d'affronter la Constitution et que ce jury est composé de juristes, mais qu'il ne faut pas confondre avec les experts en droit. Donc, ils peuvent venir de différents domaines. J'ai siégé au sein de ça, comme il a reconnu. J'ai été juriste parce que toutes les résolutions, j'ai été aux concertations nationales, tous ceux qui seront aux concertations nationales autour de cette réunion et qui vont pondre des résolutions et que lesquelles seront endossées par. C'est ça le jury. Là, il y a carrefour de toutes les sciences. Justement, que les gens se réunissent pour délibérer quelque chose qu'on appelle le jury. Et ce sont les membres de cette délibération qu'on appelle en premier français propre les juristes. Mais on appelle aussi les juristes ceux qui sont experts en droit. Mais on ne peut pas se focaliser en comprenant seulement le juridisme comme l'affaire de droit, sans comprendre aussi les faits sociologiques. Je voudrais aussi vous dire que le professeur s'est contredit. Lorsqu'il a cru que le droit constitutionnel, c'est la Constitution. La Constitution n'est pas un droit, ce n'est pas non plus une loi. C'est un pacte social qui n'est pas l'affaire d'une université ou d'une faculté. S'il n'y a pas d'intérêt politique et d'acteurs politiques, il n'y a pas de constitution. C'est l'apanage des acteurs politiques essentiellement, mais qui ont ensuite besoin des experts pour légitimer ce qu'ils veulent imposer en bio à mal dans leur société. Et que la Constitution française, la première, est issue de la Révolution française. Et que la Révolution française est tout sauf le droit. Une révolution est une affaire de la pensée politique, de la sociologie, de l'anthropologie et de la philosophie. Et que le droit ne vient que comme garde-fou pour stabiliser les normes, les valeurs de la révolution contre le royaume pour l'installation de la République. Et donc, ce n'est pas l'affaire des juristes. Donc vous voulez nous dire ici que depuis la nuit des temps, l'élaboration d'une constitution ça n'a aucun rapport avec une question de rapport de force. Non. Voilà. Demande-lui combien de sociologues étaient lors de l'élaboration de la première constitution française. Et quelles sont les idées de Durkheim dans la constitution française. D'ailleurs, dès qu'on parle d'une constitution, on est déjà en sociologie politique. Tu n'as même pas besoin de poser cette question. On n'est pas dans le droit. C'est-à-dire, on voit comment les gens se sont rencontrés, comment ils se sont affrontés et comment ils veulent s'harmoniser. C'est ça la constitution. Et donc, la première dimension d'une constitution sociologique, c'est pourquoi en sciences politiques, on ne peut pas être expert en sciences politiques si on n'est pas expert en sociologie politique. On ne peut pas être expert en droit si on n'est pas expert en philosophie de droit. On ne peut pas être expert en droit si on ne maîtrise pas la sociologie du droit. La sociologie est née quand? Est-ce que j'ai parlé quand vous étiez en train de parler? Calmez-vous. La sociologie naît avec l'homme et la nature parce qu'elle étudie les faits sociaux, totaux et globaux et que le droit n'est qu'un aspect de la société qui ne vient que trop tard. Vous savez, vous êtes juriste, pourquoi vous avez voulu cacher depuis longtemps la vérité aux gens? Parlons des sciences bicamérales. Nous avons existé avec les sciences po. Nous avons existé avec les sciences administratives longtemps avant l'arrivée du droit administratif. Mais la société a fonctionné. Nous avons construit des pyramides en Égypte sans l'état de droit, avec les monarques qui étaient lui-même Dieu. C'est vrai, les sciences po sont arrivées plus tard. Mais les faits politiques ont existé avant les faits juridiques. C'est d'accord avec moi. Et donc, le politologue est le plus important
comme tu l'as reconnu, que lorsqu'on veut sortir de la Constitution, je suis très sincèrement d'accord avec vous, et je reconnais aussi la pertinence du professeur Mbao, qui a reconnu que si on veut aller d'une constitution à une autre, ça les dispositions claires qui les montrent, là il faut appeler les politologues et non les juristes. Et je crois que c'est cette ignorance des sciences po qui a fait aussi défaut. On a beaucoup donné confiance aux économistes, aux juristes, alors qu'ils ne viennent qu'après les philosophes, les anthropologues, les sociologues. Et on a besoin d'eux lorsque la société a besoin d'être fixée. Mais quand on veut créer une société en avenir, on n'a pas encore besoin d'eux. Et il ne faut pas partir des sciences ethnologiques. Et ils sont les sciences de deuxième nécessité. En principe, on ne peut pas même figurer dans une université qui se respecte. Parce que l'université, c'est le ciel. Donc, Maître Carlos, nous sommes presque fâchés. Il ne faut plus dire ça. Quand nous voulons changer la conscience ici, moi, c'est pour favoriser Tshisekedi et ses intérêts politiques. Parce qu'il est question du rapport de force. Mais c'est ça. Comme le belligérant. Ce n'est pas autre chose. Je prends ma science au profit du chef. Et quiconque veut me rencontrer, il va subir les sueurs de ma science pour faire triompher mon intérêt politique. Parce que s'il n'y avait pas Tshisekedi, il n'y aurait pas le débat sur le changement de la Constitution. C'est lui qui nous l'a imposé. Mais s'il n'y a pas eu Kabila, il n'y aurait pas la Constitution de 2006, Maître Carlos. S'il n'y a pas eu Kassavoubou, on ne partirait pas en violation profonde de la loi fondamentale belge à la force constitutionnelle. Mais avec qui pour élaborer cette nouvelle constitution pour ne pas mettre les pays sous le feu ou encore à feu à sang? Il n'y a jamais eu la peur dans les politiciens d'agir, sauf si les rapports de force les contraignent à faire le contraire. Mais les politiciens les témis de pas, parce que les politiciens avant de parler, il a déjà agi. Et là, Carlos, mais c'est ça. Comment ça? On parle de séance politique. Vous voulez dire que Tshisekedi est avancé? Personne, s'il n'a pas les rapports de force contraires ou égalitaires, ne mettra Tshisekedi en déroute. Ne nous mettra en déroute. Alors la question se joue sur les rapports de force. Nous allons changer la Constitution. La question se joue sur les rapports de force. Mais la politique, c'est quoi? C'est les rapports de force, non? Qui a créé la politique? Bon, je vais poser la question. Je provoque Carlos pour qu'on ait débat. Ça fait longtemps que je l'ai vu. C'est ma façon de te saluer. Ça fait longtemps qu'on s'est vu. Je les salue scientifiquement. Maître Carlos, quand on dit que l'état de droit, c'est un état dans lequel tout le monde est sous le dictat de droit, c'est une fausseté. Il n'y a qu'un seul état vrai dans le monde, c'est l'état politique, où si vous avez les acteurs politiques qui veulent respecter la Constitution, elle ne sera jamais changée. Si vous avez les acteurs politiques qui veulent changer la Constitution, elle sera toujours changée. Toutes les constitutions stables ou non du monde entier sont créées par les acteurs politiques et jamais par le peuple. Entre le peuple et la Constitution qui est au-dessus. Le peuple est au-dessus de la Constitution. Mais entre le peuple et la politique, qui est au-dessus? La politique est au-dessus du peuple. Parce que tous les peuples du monde ont été créés par la politique. Et les acteurs politiques. Y compris les ministères de la Justice. Y compris la faculté des droits. C'est toujours les scientifiques, les politiques qui l'ont créé. Parce qu'il s'agit de la faculté à l'université officielle de Kinshasa. Si les politiques ne sont pas... Vous savez, quand Mobutu savait que s'il forme... Maître Carlos, il ne faut pas que Mobutu soit plus intelligent que vous. Quand Mobutu savait que si je forme les juristes à Kinshasa, il n'y aura pas de problème. Mais si j'ose permettre la formation des politologues, des sociologues et des anthropologues, comme ce sont des experts patentés en question politique, il ne faut pas me laisser trahir dans des dictatures. Il ne vous a pas craint. Parce que vous, on peut vous distraire avec les lois. Nous, on ne regarde pas les lois, on regarde les fonds de l'État. Maître Carlos, il veut terminer. Quand vous dites que la politique, c'est pour la séparation, la Constitution, c'est pour la séparation du pouvoir. Mais tous les concepts qui évoquent la séparation des pouvoirs sont tous sauf des concepts juridiques. La monarchie est un concept de sciences politiques. La République qui parle de la séparation des pouvoirs est un concept de sciences politiques. Ils ont existé avant d'être intégrés dans des constitutions. La décentralisation n'est pas un concept juridique. Le régionalisme n'est pas un concept juridique. Et donc le droit régit. Mais on ne peut pas régir ce qui n'existe pas. Donc avant vous, nous avons existé et nous avons besoin de vous. Venons-en à la question tout à l'heure. Vous avez dit tout à l'heure que vous soutenez Félix Tshisekedi, vous favorisez Tshisekedi pour qu'il change la Constitution. Parce que je trouve que depuis 1960 jusqu'à présent, de 7 ans qu'il vient de faire, il n'y a jamais un président qui a fait 7 ans à la tête du pays. J'ai cité Mobutu et Joseph Kabila,
qui a réalisé des prouesses plus que Tshisekedi. Alors, à part le royaume de vouloir qu'il reste le plus longtemps possible, et surtout lorsqu'on veut aller à ces dialogues, est-ce que ce ne serait pas l'agenda ou qu'il va attacher à ces dialogues qu'il veut convoquer? Je vais répondre. Ou qu'il souhaiterait convoquer. J'ai entre maintenant votre question. Je le raconterai sur les questions doctrinales. En 3 minutes rapidement. Rébellion et agression. Je ne nie pas que l'AFDEL était une rébellion avant l'arrivée de Tshisekedi. Je ne niais pas que Kagame n'agressait pas le Congo avant l'arrivée de Tshisekedi au pouvoir. Mais quand Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il devient le chef de l'État, et que nous étions sûrs qu'il était congolais du père et de la mère, nous attendions des réactions contraires. Et lorsque le président Tshisekedi a commencé à nous dire l'Est du pays, ce ne sont pas des rébellions, c'est-à-dire que ce n'est pas une guerre congolo-congolaise, alors que même à la relation internationale, on ne peut pas le dire. Parce qu'une guerre, c'est toujours entré, c'est une situation internationale. Quand le président Tshisekedi a dit que les sorciers de l'Est, c'est Kagame, et quand il a encore dit que l'AFC 23, c'est Kabila, Nanga n'avait pas encore accepté qu'il collaborait avec Kagame. Kagame n'avait pas encore dit que l'AFC 23, c'est Kabila. Kabila devait continuer à agir sur le plan international diplomatique du statut de l'ancien président de la République contre le Congo, si Tshisekedi ne serait pas venu. Il a dit qu'il est en collaboration avec Kagame, avec le Rwanda, mais ceci ne veut pas dire que le Rwanda apporte un soutien à l'AFC M23, c'est Kabila. Kagame a dit qu'anéantir l'AFC M23, c'est toucher la sûreté rwandaise. Mais il le dira quand? Ça preuve que le régime de Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo ait convaincu le monde entier qu'à l'Est, il n'y a pas une rébellion. Pendant 3 décennies, ce sont des agressions. Et Kagame a accepté en signant avec nous, en trouvant avec nous aux États-Unis la paix de paix, l'accord de paix. Et plus personne. Et lorsqu'on a posé la question à Nanga, il a reconnu que Kabila a toujours été le chef. Et qu'il appelle même à venir patronner comme fausse modestie. Maintenant, quand Tshisekedi le disait, tout le monde disait Moussa Neko Bamba Maninga Batumakambo. Maintenant que j'ai découvert que Tshisekedi m'aide non seulement à découvrir le brassage, le mixage, l'infiltration dans les institutions, mais aussi à bien identifier l'agresseur, mais aussi à bien à mettre les moyens militaires, les moyens techniques, les moyens diplomatiques pour sauver ma souveraineté. Je veux le voir partir. Pourquoi? Pour moi, il doit rester au pouvoir. Est-ce qu'il attacherait son projet de changement de constitution au dialogue? Je n'ai pas votre question. Maintenant, quelle est l'innovation? C'est que Tshisekedi nous a identifié l'agresseur comme président et puis que chef de l'État. C'est qu'il a réussi à avoir un accord salutaire avec les États-Unis et c'est qu'il a réussi à obtenir des sanctions contre le Rwanda, contre les personnalités politiques et diplomatiques du Rwanda, l'AFC 23, de Joseph Kabila, de Nanga sur le plan interne, et qu'aujourd'hui l'opinion internationale a un autre regard sur le Congo. Maintenant, si nous allons au dialogue, quel sera mon rêve? C'est qu'on va débattre sur comment compléter Tshisekedi pour mieux combattre le Rwanda et libérer le Congo. Maître Moupili a dit ici au départ que le pays est mal gouverné, le pays a des problèmes. Je suis partiellement d'accord avec lui. Mais est-ce que vous pouvez me dire après les Belges, quel est le régime qui a chambardé Kinshasa avec des nouvelles routes et des routes renouvelées plus que Tshisekedi? Nous sommes à Kinshasa. Concluez à répondre à la question. Vous pouvez me dire qui a donné la gratuité de l'enseignement, qui a construit autant d'universités, autant d'hôpitaux plus que Tshisekedi? Si vous ne le croyez pas, nous les connaissons, nous les défendrons jusqu'au bout. Et si les rapports de force tournent à votre faveur, la Constitution ne sera pas changée. Mais comme le rapport de force est jusqu'ici à notre faveur, il y aura dialogue pour meubler ce que nous voulons. Merci. Donc je termine en disant que pour nous, le dialogue, c'est convaincre les Congolais pourquoi Tshisekedi ne peut pas partir tant que Kagame sera là. Ce sera la thématique. Mais nous avons toujours... Donc le dialogue sera autour du maintien de Félix Tshisekedi. Je vais terminer. Qu'il reste le monarque, qu'il soit monarque. Mais il y aura la question, un débat où ça c'est moi qui parle, je ne dis pas que c'est le point de vue de l'Union sacrée. On ne manquera pas d'insérer la question du remplacement de cette de constitution, de constitution de la transition par la première constitution définitive de la République démocratique du Congo. On va nous voir avec Maître Moupili et les autres en débat contradictoire sur comment cette constitution peut devenir une Bible. Mais si même elle était la Bible, mais la Bible a été changée plusieurs fois.
Allez. Donc, voilà, nous disons, nous voulons le dialogue avec eux pour leur faire voir ce que nous avons trouvé, ce que nous avons fait et ce que nous comptons continuer à faire. Ouais. Et ils viendront nous dire ce qu'ils pensent et ensemble, on va se convenir pour que le Congo gagne plus que nous tous. Merci, vous allez finir, Carlos Boupili. Commencez par répondre à ma question en étant on ne peut plus clair. Pour vous, quel devrait être l'objectif majeur en allant à ce dialogue? Est-ce l'objectif serait par exemple de démanteler le système qui est là et qui continue à nous tenir à la gorge, ou une classe politique qu'il faudra combattre, avant de rebondir sur tout ce que Fumutoto a dit ici? Bon, moi je n'aime pas répondre dans les souhaits. Qu'est-ce que je peux proposer que je n'ai pas encore proposé? Vous restez dans les études prospectives, c'est important pour notre pays. Je suis président du Conseil suprême de la société civile et aussi coordonnateur national et porte-parole de l'UDCN, c'est-à-dire de la société civile électorale. Nous, notre proposition, nous l'avons déjà soumise auprès du président de la République. Nous avons voulu d'abord qu'on puisse mettre en place, donc tenir un dialogue national électoral, où chaque partie prenante devrait déléguer ses experts. Et les experts de la société civile en matière électorale et même les experts de la communauté internationale, ensemble, qu'on puisse réfléchir sur les cadres juridiques électoraux, sur les calendriers électoraux et aussi sur la logistique internationale. Ça, c'est ce que nous, on avait proposé. Et c'est à partir de ces résolutions qui seraient sorties de ce dialogue national électoral qu'on pourrait maintenant convoquer le dialogue national politique et inclusif. Maintenant, je vais aller au toilettage. Fumutoto, vous préparez votre thèse de doctorat. Je pense que vous avez eu suffisamment de séminaires d'ordre épistémologique. Alors, il faut être vraiment conséquent parce que vous êtes en train allez à l'essentiel, Carlos Boupili, d'atterrir sur un univers de savants. Alors, je ne suis pas un professeur lépreux, non. Je suis un professeur... Il y a même des professeurs lépreux. Non, je suis un professeur très jeune. Je l'apprends sur ce plateau. Mais... Ses amis. Il y a le pasteur lépreux et le professeur lépreux. Je suis respecté dans le monde. Alors, actuellement, vous avez affirmé des choses, oui, ce n'est pas un problème, parce que c'est ce qu'on vous a enseigné ici. Vous dites, le fait précède les droits. Mais c'est un principe, mais qui n'est pas universel. Et surtout dans notre pays, vous ne pouvez pas évoquer ça. Parce que notre droit positif congolais souffre de mimétisme juridique. Cela veut dire quoi? Nous importons des règles juridiques qui ne riment pas avec nos faits sociaux. Je vous donne l'exemple même de notre constitution. Notre constitution parle de la République. Est-ce que ce mode d'organisation-là, ça ressemble à quelle organisation politique de nos États précoloniaux, de nos royaumes impurs? Vous allez dans le code de la famille. Aujourd'hui, quand vous êtes marié avec votre femme, vous vous mariez où? C'est devant l'officier de l'état civil, ok? Et puis vous choisissez un régime. Dans quelle tribu cela existe? Dans le code de la famille, on vous dit pas question de polygamie. On ne reconnaît pas la deuxième femme. Dans quelle tribu où la polygamie est interdite? Parce que vous avez dit les faits précèdent les droits. C'est comme ça que les gens viennent avec des affirmations, la science est universelle, les histoires là. Non, moi j'ai fait mes études doctorales pour décoloniser les Congolais intellectuellement. Vous dites encore que non. Mais ça, c'est votre faute que vous affirmez. C'est vous les juristes qui nous avez amené cette constitution. Maintenant, vous avez décidé votre propre science. Je suis en train de vous contredire. C'est que nous marquons les sociologues. Vous dites que non. Voilà. Toute
création de la constitution, c'est l'œuvre des acteurs politiques. Oui. Mais moi, je vous ramène à la première constitution française. Oui. À l'époque, il y avait 3 ordres en France. Oui. Il y avait des clergés, de la noblesse, et puis les tiers états. C'est pas les droits. Mais ceux qui ont imposé la constitution, mais c'était les montagnards. Quand je vous parle de Robespierre, je vous ai dit les juristes. Moi, je n'ai pas affirmé que il a parlé de Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau. Vous l'avez cité comme qui? Moi, je connais Jean-Jacques Rousseau. Vous l'avez cité comme qui? J'étais à Genève. J'ai dit Jean-Jacques Rousseau n'était pas juriste. Mais il était philosophe. J'ai dit que les juristes qui ont écrit la constitution, la première constitution française, était inspiré par les idées des philosophes. Et je vous ai dit Voltaire, Montesquieu. La Révolution française, c'est les droits. Comment un juriste peut-il imposer la constitution? Avec quel pouvoir? Laissez-moi. C'est très grave. Je vous dis ceci. Un juriste ne peut imposer la constitution dans un État sans passer par les acteurs politiques. Je vous dis ceci. Quand vous parlez d'un acteur politique. Oui, c'est les juristes. Je vous dis, nous sommes en France. Qui était acteur politique à l'époque? Robespierre n'était pas en train d'agir en tant que juriste, il était en train d'agir comme opérateur politique. Mais c'est ça. Alors? Mais quand il est entré... Vous connaissez Saint-Just? Mais c'est que si, quand il est entré... Non, vous connaissez Saint-Just, qu'est-ce qu'il a dit à Robespierre? Lorsqu'on a arrêté les rois, il a dit quoi? Les rois n'avaient que 2 places. Ou il reste sur nous, il est sur la tombe. Nous avons fait la révolution, nous avons conquis les rois, et nous les mettons en prison. Et Robespierre a dit quoi? Il faut les tuer. C'est le droit. Il est passé sous guillotine. C'est le droit. Oh, c'est quoi ça? La révolution française est tout sauf le droit. Vous êtes d'accord avec moi? Mais il ne faut pas dire les acteurs politiques. Parce que vous étiez à San City. Mais il n'y a pas de constitution d'acteurs politiques. Mais comment moi, je suis acteur social. Je ne suis pas acteur politique. Non, j'ai dit ceci. À San City, qui a imposé la constitution? Est-ce que les acteurs à présence? Les acteurs politiques de San City dans un rapport de force. Ensemble avec les forces. On n'a pas renversé l'opposition et l'opposition n'a pas renversé le pouvoir. On laisse continuer. Bon. Maître, il faut pas admettons ça. Et c'est pourquoi vous avez vu même votre acteur constitution a beaucoup de fautes. Parce que merci. Vous croyez mettre tout. Oh, mais non, on n'a rien fait. C'est vous les juristes qui avez faussé le pays. Ah, ben là. Quand il faut dire que qui ont mis, c'est les acteurs politiques. Parce mais que quand vous êtes de la famille romano-juridique des droits, vous êtes le cerveau de l'étranger au Congo. Non, Mobutu, non. Oui. Vous êtes de la famille romano. La faculté des sciences sociales a existé dans l'université de Lovanium. Ouais. C'est après la révolution, on a dit non, vous avec les idées marxistes, on vous chasse. On nous a chassés, vous laissez, parce que vous n'étiez pas... Autre chose, il dit non, c'est l'œuvre des sociologues. Allons lentement. La sociologie est née la première fois que la sémantique et la sociologie soit prononcée, c'est Auguste Comte. Les faits sociaux ou la sociologie? Vous parlez sur les sociologues. Oh, mais les sociologues n'ont pas inventé la sociologie. Il a étudié les faits sociaux qui n'a mais comment? Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est pas les philosophes qui ont inventé la philosophie. Oh là là. Vous ne savez pas que les hommes... d'abord que tous les membres du jury s'appellent les juristes. Et ça, c'est quoi ça? Où est-ce que vous avez compris ça? À la cour d'assises en France. Les membres qui sont là, qui viennent dans la composition d'un jury, ok? Ils sont juristes. On les appelle les jurés, ils ne sont pas des juristes. Ils sont juristes. On les appelle, non, ils ne sont pas des juristes. On les tire, au sort. Est-ce que le droit c'est les juristes? Mais ils ne sont pas des juristes. Est-ce que le droit c'est les juristes? On les laisse continuer. On les droits c'est les juristes. Non, on laisse continuer. Vous me laissez on est vers la fin. Laissez-moi 7 minutes. Non, il vous reste 3 minutes pour citer. Ceux qui ont écrit la constitution en France, la première constitution des sociologues. Pourtant, la sociologie, le mot sociologie a été prononcé par Auguste Comte au 19e siècle. Les faits sociaux existent. Alors, en Égypte antique, il n'y a pas eu sociologie. Dans votre coutume, il n'y a pas eu sociologie. Qu'est-ce que tu racontes? Quoi? L'institutionnalisation scientifique de la sociologie, c'est dire quand il me fait... Mais non, c'est faux. Alors, mais la science n'a pas commencé Nous parlons de la constitution de 1790. On a vu la fin. C'est un geste. Permettez de chuter. Autre chose, il dit la guerre n'existe pas. Inventé la sociologie des faits. Oh là là, j'ai dit ceci. Vous dites encore, si vous affirmez que la guerre, c'est une affaire entre 2 États. Mais c'est quoi ça? Moi, j'enseigne les droits internationaux humanitaires. La guerre, c'est quoi? Ok? Ouais. Dans la grande université de Leiden University, à La Haye. Mais c'est... Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, quand vous évoquez la grande université, c'est pas votre cerveau. L'université peut être grande, mais sans que les professeurs qui sont dans cette université soient grands. Trouvez votre grandeur ici. Mais c'est ça que je veux vous démontrer. Oui, dites-moi. La guerre, c'est quoi? Les droits des conflits armés, les droits de la guerre. Oui, allez-y. La guerre, c'est quoi? Catégorise plusieurs
conflit armé. Il y a le conflit armé international. Oui. C'est entre les deux États. Oui. C'était comme ça ce qui était considéré. Les droits internationaux humanitaires ne géraient, n'organisaient, ne régulaient que les conflits armés entre les États. Fini la guerre entre les je t'explique. Deuxième, il y a les conflits armés non internationaux, le CANI. Et il y a le conflit armé international interdit. Voilà. Alors, et aujourd'hui, il y a deux protocoles qui ressortent additionnels de la Convention de Genève de 1975. C'est quoi la guerre? Mais lui, il parle d'interaction, il parle de sciences politiques. Vous avez étudié la science politique. Dis-moi, quel cours de sciences politiques vous avez étudié? Merci beaucoup. Parce que on n'a pas... Attends, je réponds à la question. Attendez. Quand elle fait les droits, il aura les cours de droit constitutionnel, une introduction au droit constitutionnel, droit constitutionnel comparé. Mais vous, quel cours? Vous avez un cours qu'on appelle sciences politiques? Je peux répondre? Oui. Si vous ne connaissez pas comme professeur... Non, moi j'enseigne dans la faculté de sciences politiques. Mais il y a un premier cours de sciences politiques en sciences politiques. On appelle introduction à la science politique. Il n'y a qu'un cours d'introduction à la science politique. On enseigne ça à la faculté de sciences politiques. On ne peut pas étudier le cours de sciences politiques parce que tous les cours qui sont là... Voilà, vous avez compris. Maintenant, c'est quoi? C'est pourquoi je vous dis ceci. Lorsqu'on a fait la science politique comme lui, c'est-à-dire... Les sciences politiques, pas la science politique. Non. La science politique. D'abord les sciences politiques. Il y a les au pluriel, il y a la science politique. Faculté des sciences sociales, politiques et administratives. Ailleurs, on dit faculté des sciences politiques et relations internationales. Merci. Non, mais aujourd'hui, avec la réforme, faculté des sciences juridiques. Qu'est-ce qu'on doit retenir par rapport à ça? En 30 secondes, vous allez chuter et puis on va s'écouter. Mais on est venu faire quoi ici? Non, on est à la fin, il y a on a discuté sur quoi? Chuter sur quoi? Le dialogue. Le dialogue. Quelle est la direction à prendre maintenant là? Et je suis venu définir la direction à prendre pour le dialogue. Les dialogues, moi j'ai dit, ici nous sommes ici. Posez-moi la question, comment chuter? Pour le dialogue, c'est comment? Et lui-même a dit, le dialogue c'est le politologue. Le politologue est ici qui répond. Le politologue c'est bien. Merci. Mais on doit se quitter. Il doit quand même passer un dernier mois avant de se quitter. Allez-y. Je peux pas. Maintenant, le caractère de ce dialogue, sera-t-il inclusif ou exclusif? Le président a bien dit que le dialogue sera politique et inclusif. Maintenant, la question, quel est le contenu définitionnel qu'on donne au concept inclusif? Ça, on entend que les termes de référence soient bien élaborés et soient bien présentés. Quand on parle d'inclusif, c'est-à-dire Kabila, Nanga, tous ceux qui ont pris les armes, ne vont pas être là. Bon, vous dites que Kabila a pris les armes, ok? Il n'y a que 2 jours, ils se sont retrouvés en Suisse. Je veux que vous puissiez dire que les délégués de Kabila et les délégués du président Tshisekedi se sont rencontrés en Suisse. Ça, vous appelez ça comment? Ils sont en discussion. Et lorsqu'on entre dans le dialogue, c'est aussi quoi? Ce n'est pas des discussions. Ça dépend des noms qu'on donne. Merci. Ça peut être discussion, soit concertation, soit dialogue, soit quoi. Ça dépend qui c'est qu'on veut donner. Donc vous voulez d'un dialogue national inclusif. On est arrivé à la fin malheureusement. Vous ne saurez plus placer un mot. On nous met la pression. Inclusivité ne signifie pas globalité. Il n'y a jamais un dialogue au Congo qui inclut tout le monde. 2. Le président a dit que ceux qui ont les crimes entre les mains contre le peuple congolais ne vont pas participer au dialogue. Mais je pense que si les gens qui avaient les crimes se décident de quitter la mauvaise voie et de rejoindre le camp de la patrie, le président peut reconsidérer sa position. Quel acte en droit pénal. Je parle sous votre contrôle. Lorsqu'il y a un repenti sincère, les juges peut revoir. Non, chez nous, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On est arrivé à la fin. S'il vous plaît, pas en droit pénal. Ça serait un danger. Le repentir sincère est considérable dans le règlement, les prises de position fermes. Ça veut dire que si les gens qui ont tué le Congolais hier acceptaient de quitter la mauvaise foi, le chef de l'État étant le père de la nation, il peut reconsidérer sa voix. Enfin, je dis, nous ne sommes pas Doha avec l'AFC 23 et que le président de la République ne s'est jamais retrouvé avec les panthères
À Doha, nous sommes avec les envoyés de Kagame, parce que c'est le président Kabila et Tshisekedi et le président Kagame qui ont inauguré Doha. Merci. Merci. Clair. On arrive à la fin, c'est clair. On se quitte sur ces temps-là. Merci de nous avoir regardés. On se retrouve prochainement avec le même plaisir. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus rien manquer de nos contenus. Merci à vous, Fumtoto Basanga, d'être venu. Merci à vous, Prof. Carlos Moupil, d'avoir répondu à notre invitation, surtout à nos questions, avec la même dose de plaisir. Je n'ai rien répondu, il n'y a pas de questions. Rendez-vous pour un autre numéro.